Effectivement, donc, je vais vous parler d'un sujet important pour lequel il y a assez peu de littérature, c'est quelle est la valeur des symptômes. Et notamment, je me suis intéressée plus particulièrement à la dyspnée pour la décision d'indication et d'initiation de la ventilation non invasive chez les patients neuromusculaires. Alors même si nous sommes à Garches et que c'est le royaume de la maladie de Duchenne, malheureusement les principaux papiers se sont intéressés aux patients SLA, donc c'est essentiellement des patients, des datas chez les malades qui sont porteurs d'une SLA que je vais vous montrer aujourd'hui. On vous a déjà montré cette slide, c'est Jean-Paul qui vous l'a montré, donc juste pour revenir en deux mots sur le principe de l'essoufflement. Dans le syndrome restrictif, quelle que soit la maladie neuromusculaire qui est à l'origine, on a d'abord des anomalies qui vont apparaître la nuit, qui vont se caractériser par une hypoventilation alvéolaire qui va apparaître en sommeil paradoxal et puis qui va se généraliser au cours de la nuit et qui est susceptible de donner toute une cohorte de symptômes qui sont des symptômes en rapport avec l'hypoventilation et en rapport avec un mauvais sommeil. Et c'est à cette étape-là qu'en règle générale, on commence à proposer une ventilation non invasive. Ça concerne les patients qui ont une CV globalement en dessous de 50%. Et puis lorsque l'insuffisance diaphragmatique va progresser dans la sévérité, on va voir apparaître une hypoventilation diurne avec cette fois-ci une anomalie au gaz du sang et des symptômes diurnes qui sont essentiellement effectivement marqués par la dyspnée. Ça va être à l'origine d'un handicap respiratoire progressif et puis qui va progressivement conduire au décès et on commence à avoir un risque vital si la CV est inférieure à 20%. Alors, la caractéristique des symptômes, c'est que ce sont des malades qui ont, vous le savez tous, une atteinte motrice qui fait qu'ils sont assez peu exposés à des situations où ils sont susceptibles d'être symptomatiques. Donc, l'interrogatoire est difficile et il faut aller chercher dans les coins et les recoins pour avoir des symptômes et des plaintes. Et donc, on les interroge sur deux moments où le diaphragme est particulièrement challengé et plus fragile, c'est la nuit et en position allongée. La nuit parce que le diaphragme qui la journée est habituellement aidé par les muscles inspiratoires extra-diaphragmatiques qui sont les muscles accessoires, et bien ces muscles accessoires s'endorment et le diaphragme est laissé seul pour travailler et donc ça va aggraver les anomalies, c'est pour ça qu'elles apparaissent en premier la nuit et c'est la même chose d'un point de vue dynamique, le diaphragme est moins efficace quand on est en position allongée à cause de la pression qui est exercée par les viscères. Donc les symptômes commencent et se manifestent d'abord la nuit en position allongée. C'est pour ça qu'on va les interroger plus particulièrement sur ces deux périodes-là. Et puis ensuite, on va voir apparaître, donc, comme je vous l'ai dit, une hypercapnie la journée et des symptômes qui vont apparaître la journée. Alors, quels symptômes nous intéressent? C'est essentiellement effectivement de la dyspnée et on va leur poser la question d'une dyspnée à l'effort. Alors, pour les patients neuromusculaires, l'effort, ça peut être très peu de choses. Ça peut être parler, avoir une longue phrase, une conversation téléphonique. Ça peut être manger, ça peut être faire la toilette, ça peut être faire les transferts. Et effectivement, les occasions de ressentir cet essoufflement à l'effort vont aller en s'amoindrissant au fur et à mesure qu'on avance dans le handicap locomoteur, dans la maladie. Ensuite, dans un stade plus avancé, il y a la dyspnée au repos. Et puis la caractéristique principale de la dyspnée liée à l'insuffisance diaphragmatique, c'est effectivement la dyspnée positionnelle, c'est-à-dire la dyspnée en position allongée qu'on appelle l'orthopnée, et puis la dyspnée penchée en avant qu'on appelle l'antépnée. Il y a aussi pour ceux qui sont des adeptes des sports nautiques ou du bain, la dyspnée à l'immersion, quand on augmente la pression sur le tube digestif. Et puis un autre signe que les pneumologues aiment bien, c'est la diminution de l'intensité de la voix. Et puis ensuite, il y a toute une cohorte de signes non spécifiques qui sont liés à l'hypercapnie, que vous connaissez bien, qui sont les céphalées, et notamment les maux de tête au réveil. Et puis ensuite, les troubles du caractère, du comportement et les difficultés de concentration. Et puis ça va avec tous les symptômes qui sont liés à la mauvaise qualité du sommeil, l'insuffisance diaphragmatique étant à l'origine par un système de protection cérébrale, d'une fragmentation du sommeil et d'un allègement du sommeil. On va progressivement supprimer les phases de sommeil dans lesquelles la respiration est mauvaise, en commençant par supprimer une partie du sommeil paradoxal et puis ensuite une partie du sommeil lent profond. Donc ça va donner des malades qui sont fatigués.
Et ça donne donc un ensemble de symptômes qui sont des symptômes assez communs et finalement dont les gens se plaignent assez peu, mais ça va de l'asthénie et la somnolence diurne à des troubles de la concentration, des diminutions de performance intellectuelle pour les enfants qui sont en âge scolaire, une irritabilité inhabituelle, et ainsi de suite. Vous voyez que ce sont une cascade de signes qui sont absolument non spécifiques, et c'est pour ça qu'on s'intéresse essentiellement à la dyspnée. Dans les signes cliniques, et là je me rends compte que j'ai oublié de charger les vidéos, donc forcément elles ne marcheront pas. Dans les signes cliniques, il y en a deux qui sont très spécifiques de l'insuffisance diaphragmatique et qui sont des indications formelles quand on les voit à la mise en route de la ventilation non invasive. C'est l'utilisation des muscles accessoires, que là aussi vous noterez sur la photo, on va rechercher en position allongée puisque c'est le moment où le diaphragme est le plus affaibli et où on va être le plus susceptible de voir ce signe clinique. Et puis la respiration abdominale paradoxale, les deux étant documentés comme liés à une faiblesse diaphragmatique sévère. Lorsqu'on les voit, la sensibilité de la paralysie diaphragmatique bilatérale est de l'ordre de 84%, mais pour ceux qui font de la réanimation, ça ne préjuge pas de l'étiologie de l'insuffisance diaphragmatique. Ce sont des symptômes qu'on voit également chez les patients neuromusculaires lorsque le diaphragme est faible, mais aussi chez les patients en détresse respiratoire aiguë d'autres causes lorsque la charge ventilatoire augmente. Donc ce sont deux signes cliniques qui sont fort intéressants, mais qui ne sont pas très spécifiques de l'étiologie, mais qui sont une bonne indication de ventilation non invasive. Alors vous savez que la ventilation non invasive, actuellement dans les recommandations, pour retenir l'indication d'une VNI, il faut un symptôme. Et dans les symptômes, il y a la dyspnée et l'orthopnée et une anomalie physiologique qui corrobore l'insuffisance diaphragmatique, dont les seuils sont un petit peu différents en fonction de l'étiologie de la maladie neuromusculaire. Tout le monde est d'accord pour dire que l'hypercapnie la journée, c'est grave, donc la PCO2 supérieure à 45, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, on discute de seuil sur l'hypoventilation nocturne, et là, le débat est encore ouvert pour savoir à quel point la capnographie est pathologique. Ensuite, il y a le syndrome restrictif, et là, les bornes sont extrêmement variables. On tolère des capacités vitales très basses chez les patients de Duchenne avant de les ventiler, alors qu'on discute dans la SLA d'une ventilation non invasive dès que la CV passe en dessous de 80% pour les Européens, 50% pour encore les Français actuellement et les Américains. Ensuite, il y a le delta de la capacité vitale en position couchée, qui est finalement la mesure aux explorations fonctionnelles respiratoires de cette respiration abdominale paradoxale. Ensuite, il y a les mesures de la force diaphragmatique volitionnelle dont vous a parlé le professeur Jensen juste avant, donc avec ce seuil de PI et de SNP qui est pas vraiment personnalisé en fonction des patients ni de la maladie, et on retient inférieur à 60% en règle générale. Et puis les signes d'hypoventilation nocturne sur l'oxymétrie qui là également sont très admis. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'essoufflement? C'est pour le principal intérêt, donc c'est que c'est une indication à la VNI, et le grand débat est est-ce que ça recouvre les anomalies fonctionnelles respiratoires ou est-ce que c'est un signe à part ou plus précoce? Je vous donnerai mon opinion juste après. Alors quel est l'intérêt de rechercher absolument ces signes cliniques? Eh bien c'est qu'on pense, ou en tout cas on a la sensation dans un certain nombre de maladies que mettre en route plus tôt la ventilation non invasive et donc interroger de façon fine les malades et trouver le plus tôt possible les symptômes d'une insuffisance diaphragmatique, ça améliorerait le pronostic. Alors c'est le cas dans la SLA, mais les données qu'on a pour les patients SLA sont des données rétrospectives. Ici c'est une étude de Lechtsin qui est déjà un petit peu ancienne, en 2007, vous voyez qu'on n'en a pas refait depuis. C'est une étude rétrospective où en fait on ventile 90 malades globalement, et dans ce centre il y a un changement de pratique à un moment, et on va les trier a posteriori entre les patients qui ont été ventilés de façon précoce avec une CV supérieure à 65% au moment de l'initiation de la VNI, et puis les patients qui vont être ventilés de façon tardive avec une CV qui était au moment de la mise en place de l'appareillage inférieure à 65%. Vous voyez que la courbe de survie rouge, c'est celle des patients qui ont été ventilés précocement, et que donc la ventilation non invasive précoce améliorerait le pronostic des patients SLA, d'où l'intérêt de trouver le meilleur indice
clinique ou fonctionnelle, mais fonctionnelle, vous aurez tout le reste de la matinée pour le voir, pour dépister le plus tôt possible ces patients insuffisants respiratoires et leur proposer la VNI au meilleur moment. Alors, juste pour un tout petit peu tempérer ce message, vous avez un vieux papier ici qui date de 1994 dans le Lancet, où pour les Duchenne, on n'avait pas mis en évidence d'effets très positifs d'une ventilation non invasive précoce. Ensuite, l'autre avantage des symptômes cliniques, c'est que tout le monde les recherche. Ça, c'est un papier qu'on avait fait à la Pitié-Salpêtrière qui a été publié en 2016. Quand vous prenez toute la database qui est remplie pour les patients SLA, vous vous rendez compte de façon un peu étonnée que même à Paris et même en France, ma foi, on fait l'ACV pour 60% des malades. L'ACV couché, n'en parlons pas, pour 30% des malades. SNP et PIMAX pour approximativement la même chose, 30% des malades. Mais par contre, on est super fort en gaz du sang, en oxymétrie nocturne et en interrogatoire des patients, c'est-à-dire qu'à 90% des patients, on leur demande s'ils sont essoufflés, essoufflés à l'effort, essoufflés au repos ou orthopnéiques. Donc c'est une donnée qu'on a de façon assez systématique. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors vous allez voir qu'en fait, elle est dans toutes les maladies très peu associée aux critères objectifs d'insuffisance diaphragmatique et qu'elle est très peu associée à la capacité vitale, à l'hypoventilation alvéolaire ou au PI et au SNP. Ça, c'est une première étude qui est la plus grande et la plus récente, qui porte sur... qui a été publiée cette année, qui porte sur en fait, tous les patients SLA qui sont entrés dans un essai thérapeutique ont des données qui sont rentrées dans une base européenne qui s'appelle ProAct Database. Et donc, on a des données pour 1700 malades et ça représente à peu près 8400 bilans où il y a au moins une capacité vitale et une ALS-FRS révisée. Donc, c'est 97% des patients qui sont inclus dans des essais thérapeutiques ont une mesure de la capacité vitale et on peut en profiter, ma foi, pour regarder s'ils sont dyspnéiques en parallèle et pour regarder s'ils ont eu une ventilation non invasive. Là, vous vous rendez compte avec effroi qu'il y a à peu près 1000 malades qui ont une capacité vitale inférieure à 50%, qui sont dans des essais thérapeutiques, donc qui sont censés être extrêmement bien suivis et traités dans des centres de référence, mais que sur ces 900 malades, il n'y en a que 52% qui sont ventilés, alors qu'ils ont un critère fonctionnel formel de ventilation non invasive. L'objectif du travail, j'ai pris donc les données qui concernaient la dyspnée, et la dyspnée, elle est cotée dans un effort d'objectivité avec les questions qui concernent la dyspnée et l'orthopnée, sur l'échelle qu'on utilise pour les patients SLA, qui est donc la LSFRS, on cote de 0 à 4. Si vous êtes dyspnéique au repos ou si vous n'êtes pas dyspnéique, et puis si vous êtes orthopnéique avec 1, 2 ou 3 oreillers, et si vous ne pouvez plus dormir en position allongée. Vous voyez que, ma foi, avec la répartition de la capacité vitale est assez gaussienne, donc on a un certain nombre de malades avec différents stades de gravité de l'insuffisance respiratoire et que le petit bouton est là. Vous voyez que pour les patients qui ont une capacité vitale inférieure à 50%, la majorité vont coter qu'ils sont sévérément dyspnéiques, c'est les grades 4 ici, mais vous voyez qu'il y en a un certain pourcentage qui vont dire « mais non, pas du tout, tout va bien ». Donc la capacité, la fiabilité de la dyspnée par rapport à l'insuffisance respiratoire, vous voyez, elle est relativement faible. C'est en gros, pour la dyspnée à l'effort, c'est 58% de sensibilité pour détecter une CV inférieure à 50%. Et pour l'orthopnée, on fait encore moins bien, c'est 44% de sensibilité pour détecter le syndrome restrictif. Les données sont à peu près identiques chez les patients Steinert. Ici, c'est une étude qui a été publiée également cette année. Vous voyez qu'on s'y intéresse encore. On a une cohorte d'à peu près 260 malades qui ont un maladie de Steinert. On va également avoir beaucoup de données dans cette cohorte sur l'essoufflement au repos, l'essoufflement à l'effort. Ici, on ne parle pas d'orthopnée. Et puis, un certain nombre de ces patients, c'est-à-dire 83% des patients, ont une indication théorique à la ventilation non invasive. Et comme moi, vous connaissez les Steinert, vous voyez qu'il n'y en a que 48% qui mettent la ventilation non invasive, plus de 4 heures par jour. Ça, c'est ce dont on a l'habitude. Les critères pour l'indication de la ventilation non invasive étaient extrêmement classiques. Hypercapnie diurne, désaturation nocturne et CV inférieur à 50%.
Vous voyez que c'est à peu près le même résultat. Bien évidemment, ceux qui ont une CV plus petite sont plus dyspnéiques, ça c'est logique. Et ils sont également plus ventilés, c'est parfaitement logique. Et ils sont également plus sévères du point de vue neurologique. Mais quand on fait une analyse multivariée, la seule chose qui va prédire la capacité vitale inférieure à 80%, ma foi, c'est le score de handicap moteur et la répétition des triplets CTG. Vous voyez que dans l'analyse univariée, on avait trouvé la dyspnée, mais qu'elle disparaît une fois qu'on fait l'analyse multivariée. La constatation est exactement la même, et là je vais passer plus vite. C'est une cohorte qui est beaucoup moins importante, mais qui sont des Duchenne. C'est 25 patients Duchenne qui arrivent pour une première évaluation pneumologique dans un centre de référence qui est situé en Italie. Et là aussi, la dyspnée n'est strictement corrélée à aucun paramètre physiologique, ni la capacité vitale, ni les pressions inspiratoires maximales. Vous voyez qu'on a 2 patients sur 5 qui se plaignent du dyspnée, alors que 2 patients sur 3, donc beaucoup plus, ont un ou plusieurs critères objectifs de mise en route de la ventilation non invasive. Donc, fort de cette constatation, vous avez énormément d'études qui ont essayé de raffiner la mesure de la dyspnée, et vous avez plusieurs propositions. Vous en avez une française qui est de mesurer le Borg en position couchée. Je vais vous montrer les données. Vous avez un indice transitionnel ici qui a été publié en 2007. C'est la seule étude, donc vous voyez que personne n'y a trop adhéré. Ensuite, les neurologues ont pondu un petit tableau Excel pour calculer ça de façon automatique pour les patients SLA. Et puis ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser des échelles de dyspnée multidimensionnelles. Je vais vous en montrer un certain nombre. Ici, c'est le travail qu'avait fait l'équipe de Lille, qui a été publié dans l'ERJ en 2010, qui utilise donc le score de Borg. Pour ceux qui ne sont pas pneumologues dans la salle, c'est une échelle relativement simple qui va de 0 à 10. 0, on n'est pas du tout essoufflé. 10, c'est très très difficile. Il suffit de dire à l'interrogatoire, est-ce que vous cotez 0 ou 10? Donc même si on a un gros handicap moteur, on n'a rien à montrer sur l'échelle de dyspnée. Donc on peut le faire pour tous les patients. Et donc ça, c'est une étude chez des patients SLA, 72 patients SLA. On va leur faire les explorations fonctionnelles respiratoires. Et quand on fait les explorations fonctionnelles respiratoires, on mesure la capacité vitale en position couchée. Et à ce moment-là, on leur demande à combien vous êtes essoufflé en position couchée par rapport à la position assise. Et sur ces graphiques, vous voyez que les patients qui ont un Borg inférieur à 3 en position couchée vont avoir un SNP et une capacité vitale relativement normale, ou en tout cas au-dessus des limites admises pour la mise en place de la ventilation non invasive, et que les patients qui vont coter un essoufflement plus important, supérieur à 3 en position couchée, ils ont par contre des explorations fonctionnelles respiratoires qui sont moins bonnes, avec une indication à la VNI. Ici, vous avez la sensibilité et la spécificité pour détecter le syndrome restrictif. Vous voyez que la sensibilité, si on met une borne à 70 ou à 50% pour la capacité vitale, est bien meilleure quand on pose la question spécifiquement en position couchée. Ici, vous avez une échelle qui est nouvellement proposée. Vous voyez que les papiers sont de 2018 et 2019. Donc ça, c'est une échelle, elle est compliquée, c'est une échelle multidimensionnelle. Elle s'appelle DALS 15. Je ne sais pas si elle va provoquer l'envie de la remplir, mais en tout cas, 83% des patients qui ont une CV supérieure à 50% ressentent une dyspnée, donc vous voyez qu'on n'est encore pas très fort, malgré une échelle bien compliquée, et 40% des patients qui ont une CV supérieure à 75% restent dyspnéiques, donc on n'est pas parfait. Celle-ci, je vous la montre juste pour vous montrer à quel point on peut rendre les choses compliquées. Et Dieu merci, la publication date de 2000, vous n'en avez jamais entendu parler, ça doit être parce qu'elle est trop compliquée. Ensuite, il y a quelques travaux, il y a un seul travail dont je voulais vous parler, c'est parce que c'est un travail physiopathologique. Pourquoi est-ce que les patients dyspnéiques sont plus essoufflés que les autres? Le problème est à ce qu'on appelle la comparaison entre la commande motrice et l'afférence. Pour tout le monde, quand on a une commande motrice qui part, on attend une certaine réponse du système respiratoire et on va comparer dans notre cortex sensitif si la commande motrice qu'on a envoyée est logique avec le rapport qu'on va recevoir de notre système respiratoire. Si c'est pareil,
pareil. Ma foi, ça ne crée pas de signal d'alerte. S'il y a une grosse différence, ça crée un signal d'alerte et une sensation d'essoufflement. Si vous prenez 10 patients neuromusculaires et que vous leur faites respirer du CO2 jusqu'à monter la PCO2 à 70 mm de mercure, et qu'on est quand même joueur, on va se rendre compte que, ma foi, ils ont un couplage neuromécanique qui n'est pas bon, c'est-à-dire que tous les patients neuromusculaires vont se mettre à respirer plutôt vite et à bas volume pulmonaire, alors qu'ils ont une commande ventilatoire qui est très importante et ils vont ressentir plus fort la dyspnée que les sujets contrôle. Ça, c'est lié au fait que chez les neuromusculaires, pour compenser l'hypercapnie, on va augmenter la commande, mais ça va se traduire seulement par un petit volume courant, puisqu'ils ont un syndrome restrictif qui est relativement débutant jusqu'à sévère. On a vu qu'on a des CV à 25% pour certains de ces malades. Et ça va donc du coup générer peu de retours, puisqu'il y a un petit volume courant, ça donne peu de sensations respiratoires, et donc il y a une plus grande commande et peu de sensations respiratoires au retour, et ça va créer un signal d'essoufflement plus important. Donc effectivement, c'est des malades qui sont susceptibles d'être essoufflés. L'autre petit point de détail, c'est, et je termine dans, il me reste combien de temps ? 2 minutes. 2 minutes. Ouais, en même temps, on ne m'a pas donné la parole dans les temps. Je m'arrangerai. Donc l'autre point important de l'essoufflement, c'est qu'une fois qu'on a interrogé les malades pour l'essoufflement, on s'est rendu compte que globalement c'était mal corrélé aux mesures fonctionnelles, qu'ils ont des bonnes raisons physiopathologiques d'être plus essoufflés que les autres, et que globalement l'essoufflement est une des bonnes raisons pour leur faire accepter la ventilation non invasive, et c'est un facteur important d'adhérence. Et vous voyez que les patients qui vont le mieux adhérer, ici c'est une cohorte toujours de patients SLA, mais il y en a quand même 140 des ventilés qui vont mettre leur machine et 250 de ventilés qui ne vont pas utiliser leur machine. Et la différence entre les deux groupes, la principale, c'est que le groupe qui utilise la VNI sont plus symptomatiques. Ils sont symptomatiques au repos et ils sont symptomatiques à titre d'orthopnie. Pour conclure sur l'essoufflement, je voulais juste vous dire qu'on fait maintenant des tas d'études avec des échelles multidimensionnelles qui ressemblent aux échelles de la douleur et qui vont s'intéresser aux conséquences sur la vie affective des malades. Et globalement, les patients SLA sont des patients qui sont très essoufflés, qui vont se plaindre beaucoup. Vous voyez que ici c'est une cohorte de, je ne sais plus combien de malades, 40 malades SLA qui vont remplir un questionnaire multidimensionnel qui est le MDP pour la dyspnée, et que 70% de la cohorte, c'est des patients au moment de l'initiation de la mise en route de la ventilation non invasive, vont se plaindre de manquer d'air, donc avec une sensation respiratoire très désagréable, et que cette sensation très désagréable, elle va entraîner essentiellement de l'anxiété et de la peur. Donc c'est quelque chose qui a un gros impact sur les malades et qui est fortement corrélé, bien évidemment, à tous les questionnaires de qualité de vie qu'on a pu leur faire et à tous les questionnaires anxiété-dépression qu'on a pu leur faire. Donc finalement, certes, la dyspnée, c'est mal corrélé à l'insuffisance fonctionnelle respiratoire, mais c'est probablement un symptôme à prendre en compte pour lui-même, et c'est probablement finalement un symptôme qui pose l'indication à la ventilation non invasive sans qu'il soit forcément accompagné d'une anomalie physiologique, parce que, ma foi, il est quand même extrêmement embêtant de laisser ces patients dyspnéiques avec une grande angoisse et avec une grande peur sans leur proposer de thérapeutique adaptée. Le seul petit bémol, c'est que je vous rappelle que la ventilation non invasive, si elle soulage bien la dyspnée quand on la met, la soulage beaucoup moins bien dans les périodes de non-utilisation de la dyspnée, d'où l'intérêt de non-utilisation de la VNI, d'où l'intérêt de modalité de jour que vous verrez, je crois, demain. Et ma foi, la diapositive de conclusion, on va s'en passer parce que je vous ai déjà tout dit. Pour ton topo, j'avais juste une question parce que tu as bien mis en exergue au début du topo l'importance de l'activation des muscles respiratoires accessoires. Est-ce que tu sais s'il y a eu des travaux pour corréler la sévérité de l'insuffisance respiratoire et la constatation de l'utilisation de ces muscles, et est-ce que ça peut nous servir justement comme signe de dépistage dans le quotidien de façon plus... Alors, j'ai cherché, parce que ça m'intéressait autant que la dyspnée, et autant j'ai trouvé des choses récentes sur des grosses cohortes sur la dyspnée, autant sur respiration abdominale paradoxale et muscles accessoires. Je n'ai rien trouvé de récent en dehors des études initiales qui doivent dater, c'est des études de physiologistes des années 80, pour dire que oui, c'est lié à l'insuffisance diaphragmatique, mais depuis plus rien.
Juste une demi-question en plus. J'avais une autre question aussi. J'ai en tête une cohorte qui regardait plus de 300 patients neuromusculaires mis sous VNI. Ils regardaient les symptômes au moment de la mise sous VNI. Et dans les sous-groupes, on voyait que la dyspnée était beaucoup plus présente dans les SLA que dans les autres, sans surprise, que par exemple les Duchenne ou les amyotrophies spinales. Est-ce que tu penses que c'est lié surtout à l'atteinte bulbaire ou au fait qu'ils aient une atteinte motrice périphérique moins importante et qu'ils sont plus confrontés à leur dyspnée? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Parce que ça paraît quand même un signe qui est plus prédominant dans ces pathologies par rapport à d'autres maladies neurologiques ou neuromusculaires. Alors, d'un point de vue pragmatique, je dirais, pour voir des deux, je dirais que les malades SLA, autant les malades Duchenne, ça se développe sur des années et des années et des années, et qu'ils ont oublié complètement comment c'était il y a 10 ans. Autant les malades de SLA, eux, ils se souviennent parfaitement de comment c'était il y a 1 an, et ils sont capables, je pense, plus d'analyser l'essoufflement. Après, sur des études physiologiques, sur cette histoire de commande d'afférence, j'ai vu que des choses dans les patients c'est des patients SLA et des patients non SLA, hein, tout était mélangé. Donc il y a probablement une base quand même physiologique pour cet essoufflement. Mais pourquoi est-ce que c'est très différent d'une pathologie à l'autre? Je dois dire que je n'ai pas de bonne réponse. Merci beaucoup.